Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je me présente, Marion Fénane de la Chambre allemande. Je vais m'occuper de la modération de ce webinaire qui a été organisé en collaboration avec Allianz Trade et l'AFDCC. Donc, nous allons parler aujourd'hui du crédit management et de l'assurance crédit pour booster votre performance et votre croissance. Avant de commencer, quelques mots sur nos trois intervenants du jour. Donc, commençons par Monsieur Hicham Ben Saïd Alaoui, qui est directeur général d'Allianz Trade au Maroc, le leader national de l'assurance crédit. Monsieur Ben Saïd Alaoui a précédemment occupé la fonction de directeur des risques de l'information, des sinistres et du recouvrement d'Allianz Trade pour le continent africain et pour la région Moyen-Orient. Et il fait partie du Choiseul 100 Africa 2022, qui est le classement récompensant les 100 leaders africains de moins de 40 ans. Côté AFDCC, donc c'est l'association des crédits managers, nous avons Éric Latreuil et Gérald Allais qui sont nos deux experts dans le domaine du crédit management. Alors, donc, Éric Latreuil a joué un rôle clé dans le développement et la structuration du crédit management au sein de grandes entreprises telles que Panasonic France et Ajinomoto. Il est impliqué depuis de nombreuses années au sein de l'association et est devenu président pendant 6 ans, représentant 900 membres. Alors, depuis décembre 2019, il est en charge du crédit management à l'international dans cette même association et il a été nommé président d'honneur par le comité de direction et siège au comité exécutif. Gérald Allais, quant à lui, a débuté sa carrière dans le secteur bancaire avant de se spécialiser dans le crédit management. Il a occupé des postes clés chez Saint-Gobain Bâtiment Distribution France et Paul CSI Terefa et il est actuellement actif dans une ETI dans le secteur de l'intérim et des solutions RH dans laquelle il a mis en place une politique de crédit client en collaboration avec l'assurance crédit. Et il est actuellement vice-président depuis 4 ans de la FDCC. Voilà, donc d'ici quelques instants, on va passer à l'intervention de nos experts. On passera ensuite à une partie de questions-réponses. Donc si vous souhaitez faire part d'une question ou faire part d'un commentaire, le chat est à votre disposition et je lirai vos questions à voix haute en fin de session pour que nos experts puissent y répondre. Voilà, donc je laisse à présent la parole à Éric Latreuil. Oui, bonjour. Je suis très content d'être parmi vous pour vous parler de ce qu'est le credit management et sa contribution dans le monde des entreprises et à sa performance. Donc, en fait, nous allons commencer pour une définition un petit peu assez large au départ, pour que vous voyez un petit peu le décor des domaines d'intervention du credit manager. Donc, c'est sur le slide qui va suivre. Donc, en fait, le credit manager a pour vocation d'anticiper et de prévenir les difficultés financières des clients et fournisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il va développer des techniques d'analyse financière, des techniques je dirais, d'information, d'échange d'informations préalables pour éviter de partir sur ce qu'on appelle des fausses pistes ou des clients non solvables qui seront donc une perte pour l'entreprise. Donc, il a un rôle, je dirais, à la fois de facilitateur d'augmentation de chiffre d'affaires et de conseiller au départ auprès des équipes commerciales pour bien orienter un petit peu l'activité commerciale et prévenir, anticiper en cas de difficultés ou de risques au niveau de la solvabilité des entreprises. Donc ça, c'est son premier rôle, qui est un rôle important, un rôle préventif. Ensuite, son deuxième rôle, il n'est pas négligeable, c'est celui qui permet d'accélérer les rentrées de cash, et notamment de cash-in, tout ce qui vient des clients, et donc de donner des moyens à l'entreprise d'avoir plus de ressources financières, d'être plus autonome, de pouvoir développer ses stratégies de développement. Donc, en clair, il est là pour réduire au maximum les retards de paiement, euh, avoir une structure de conditions de paiement la plus courte possible pour pas avoir je dirais, se faire financer des paiements longs. Donc, il a un rôle là extrêmement important. Et le troisième rôle, il est un peu plus, je dirais, un peu plus récent, mais devient de plus en plus important, c'est qu'en fait, c'est un animateur de projet dans le cycle order to cash, donc de la prise de commande à l'encaissement des créances. Et donc, tout ce qui peut fonctionner ou tout ce qui peut être amélioré, il est privilégié dans son positionnement pour pouvoir apporter des solutions, pour pouvoir fédérer des équipes et pour pouvoir améliorer le process. Ce qui permet de fluidifier ce cycle et d'avoir donc une relation client
qui soit plus positive, plus rentable et plus performante par rapport au fait qu'on est capable que tous les rouages de l'entreprise sont synchronisés par rapport à ça. Voilà. Donc, je vais laisser à Gérald. Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, dans la continuité de ce que disait Eric, donc dans des missions du ou de la Crédit Manager, c'est la prévention des difficultés. C'est-à-dire que un Crédit Manager, lui et ses équipes, il va avoir le rôle d'évaluer l'analyse du risque d'un client. Le risque, il peut être de différentes sortes. Ça peut être un risque de non-paiement, un risque d'impayé, un risque que le client disparaisse. Et puis, surtout, le risque majeur, c'est le risque de ce qu'on appelle de défaillance du client qui peut partir en redressement ou en liquidation judiciaire, où là, il y a une perte, dans les faits, une perte sèche pour l'entreprise. Voilà. Donc, une fois qu'on a évalué et analysé ce risque, on va le déterminer, on va dire, voilà, plutôt un risque modéré, un risque fort ou un risque très fort, eh bien, on va le garantir. Et pour garantir le risque, ben, il y a deux politiques, en fait, il y a deux possibilités de process. Soit on travaille en collaboration avec l'assurance crédit, comme Allianz Trade, qui va être là en relais pour la prévention et puis aussi pour l'indemnisation au cas où le client viendrait à ne pas nous payer, dans un cas extrême de contentieux, ou on peut décider à l'inverse de travailler en autonomie, c'est-à-dire que l'entreprise dit aujourd'hui je m'auto-assure, je mets un crédit que j'assume et avec le fait d'assumer une perte si jamais le client ne paye pas. Voilà. Donc la gestion une fois qu'on a évalué et garanti le risque, c'est-à-dire que c'est la gestion de la vie du client, de la vente de prestations ou de matériaux, et qui fait qu'on va on va fixer des limites de crédit par client. Et ces limites de crédit, elles vont dépendre d'un certain nombre de choses. D'une part, de l'évaluation du risque, du besoin d'achat du client mensuel. On va déterminer la ligne de crédit qu'il faut. Et puis, le délai de règlement. Bien évidemment qu'un client, en fonction de son délai de règlement, s'il paye à 30 jours, 45 jours, bien, la limite de crédit, elle va fluctuer en fonction de ce délai de règlement. Plus le délai de règlement est long, et plus le crédit nécessaire sera important. Voilà. Et puis, il y a ce rôle très important qui va être la surveillance du portefeuille client. Et ça, cette surveillance, elle peut être soit faite par un partenaire comme l'assureur crédit ou une base de données avec lesquelles on travaille et qui vont nous surveiller les clients. C'est-à-dire, surveillance, c'est une notification, en tout cas, des informations quotidiennes sur le déménagement de l'entreprise, l'arrivée d'un actionnaire, la publication d'un bilan et ainsi de suite. Voilà. Voilà tout ce que relevait la partie prévention des difficultés. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Alors, le credit manager a un rôle fondamental complètement en amont et qui permet de faire gagner du temps aux commerciaux et donc à la mise en place de la politique commerciale. Car bien évidemment, une prospection, c'est quelque chose d'assez coûteux. On ne sait pas trop où on va passer du temps. Il y aura pas mal de pré-investissements qui vont être faits. Autant savoir dès le départ si on peut se permettre, si jamais on trouve un accord commercial, de démarrer cette relation commerciale et qu'elle soit pérenne. Donc très concrètement, moi dans mon entreprise, j'ai souvent des demandes au stade de la prospection où des commerciaux viennent me dire, bah écoute Eric, moi je sais pas trop, j'ai pas envie de perdre de temps, faudrait que tu me dises si, à mon avis, ça vaut le coup de commencer avec ce client ou de continuer plutôt les relations, les négociations avec lui. Donc ça, c'est très très bien parce que tout le monde est gagnant, parce qu'il n'y a rien de pire que d'ouvrir un compte, s'apercevoir qu'il est risqué, et donc après, il y a une frustration du côté du client et du côté du commercial. Donc ça, c'est un point qui est très important. L'orientation du portefeuille client pour des notions de profitabilité et perspective de croissance, je dirais que c'est à peu près la même chose, mais c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que forcément, un commercial, il a un portefeuille de clients. On peut lui dire, bah, écoute, on a des clients qui sont très bien scorés, là, tu peux développer ton chiffre d'affaires, on peut augmenter les lignes de crédit, on peut faire pas mal de choses. Hein. Donc, ça lui donne aussi une perspective intéressante, à mon sens, en tous les cas, de pouvoir mettre la priorité sur des clients qui sont profitables, solvables, intéressants, stratégiques. Voilà. Ensuite, il faut voir aussi que
le poste client, c'est un actif qui est très important dans les entreprises, hein, y compris dans pas mal de pays. Et donc, il faut en avoir une estimation juste et fiable. Parce que rien de pire que de savoir que, en reprenant une entreprise, par exemple, on a un poste client qui a une valeur faciale qui est définie, mais en fait, en réalité, il n'y a pas de provisions qui ont été passées, il y a du risque et il faut la déprécier le poste de client de 10 à 20%. Donc la politique de provision est faite pour ça, c'est le credit manager qui en est le pilote et qui doit, suivant des choses relativement simples, hein, délai de créance non encaissé, retard, situation de risque avec du scoring, mettre en place des dotations en provision régulières chaque mois pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises après par la suite. Donc, bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est que notamment avec l'assurance crédit, où je l'ai pratiqué pas mal, notamment anciennement avec Euler et maintenant qui s'appelle Allianz, bien sûr, c'est que ça permet de réduire l'impact des provisions. Il est clair que si vous avez une créance qui est assurée par l'assureur crédit, bah, vous n'allez pas passer une dotation à 100% du montant, mais vous allez passer 20%, 30%, la quotité non garantie. Et donc là, il y aura moins d'impact sur le PNL, sur le compte de résultat. Donc là aussi, il a un rôle. Alors là, il est pratiquement dans le contrôle de gestion, mais il a un rôle important dans la construction ou de la contribution au résultat final de l'entreprise. Voilà. Gérald, à toi. Oui, donc je crois qu'on peut passer au. Voilà. Donc, pour rebondir sur ce que disait Eric, effectivement, en provision, mais aussi un rôle essentiel dans un des enjeux du poste de crédit management, du poste de crédit manager, c'est un enjeu financier. Un enjeu financier, c'est-à-dire c'est effectivement faire un maximum de chiffre d'affaires et de business tout en rentrant un maximum d'argent. Et donc, c'est d'améliorer la trésorerie. Et donc, c'est vraiment un élément clé et c'est un levier pour améliorer. Donc, du part, il faut d'entrée, et ça c'est important dès la relation commerciale pour éviter des quiproquos ou des litiges par la suite, c'est bien négocier les conditions de règlement avec ses clients. Les conditions de règlement, c'est aujourd'hui, est-ce que vous me paierez par chèque, par virement, par traite directe et autres, puisque pour mesurer et savoir si nous, en tant que fournisseur, on a la maîtrise du paiement ou si on laisse la maîtrise du paiement au client. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est identifier les retards de paiement et c'est de savoir comment on se positionne. Est-ce que nos clients nous payent correctement, à échéance, au-delà de l'échéance, et dans les indicateurs, notamment, mais il n'y a pas que cela, il y a ce qu'on appelle la balance âgée. C'est-à-dire, balance âgée, c'était des tranches de retard. Est-ce que le client il nous doit de l'argent entre 0 et 30 jours, au-delà de 30 jours de l'échéance, au-delà de 60 jours, au-delà de 90 jours? Et on s'aperçoit que le travail du service de crédit management, c'est aussi de relancer les clients, d'améliorer le recouvrement et de travailler sur cette balance âgée, de faire entrer un maximum d'argent et d'éviter que la créance ne vienne à être plus en plus ancienne, ce qu'on appelle l'antériorité des créances, parce que plus une créance est ancienne et plus ça va être difficile de récupérer pour plein de raisons, parce que le client ne peut être là, les interlocuteurs à l'époque ne sont plus là, et qu'on arrive à des solutions où il faut transmettre le dossier au contentieux. Voilà. Donc, c'est à partir de ça, c'est faire rentrer plus rapidement l'argent et c'est une relance et recouvrement des créances. Et aujourd'hui, dans le service où je suis, c'est que on ne va pas s'attaquer uniquement aux relances anciennes. On va dire aujourd'hui, à partir du moment où il y a eu une échéance, nous, on a impliqué notre réseau commercial en ce sens, c'est relancer très rapidement votre retard, parce que le retard, il peut ne pas être un retard, mais ça peut être d'abord un litige où on n'a pas été d'accord avec le client. Voilà. Donc, plus on connaît rapidement la nature du retard, et plus vite on peut la résoudre. Voilà. Et puis, c'est aussi un rôle auquel on ne pense pas forcément. Le crédit manager n'est pas là comme étant, ou la crédit manager comme l'homme du contentieux ou du recouvrement. Bien au contraire. On sait on sait accompagner un client en difficulté. Bien évidemment qu'on n'a aucun intérêt à laisser un client ne pas nous payer, puisque l'impact, il va être financier, puisqu'on va avoir une perte et une dotation de provision, et ça vient impacter la marge et le chiffre d'affaires. Donc, on a tout intérêt à trouver une solution avec le client. À partir du moment où le client est transparent, il nous expose sans aucune toute sa difficulté, on est capable de l'accompagner et on peut faire ce qu'on appelle des échéanciers
pour trouver une solution, puisque le but final est de garder la relation commerciale avec le client et d'être payé. Donc, on peut passer au slide suivant. Oui, alors, un des enjeux importants dans les entreprises, c'est financer le poste client. Pourquoi? Parce que c'est généralement un actif qui est extrêmement important. Donc, il faut se poser systématiquement la question comment on le finance, à quel coût et par quels moyens. Pour ça, je veux dire, il y a pas mal il y a des solutions sur le marché qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qui existent, qui sont là vraiment pour accompagner le credit manager par rapport à ça. Et donc, en fait, on peut faire appel à des financements externes adossés, comme la facturage, par exemple, le factoring, qui est véritablement, lui, prend un gage où il devient détenteur en fait, de la créance client jusqu'à son paiement final. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que si vous avez effectivement une limitation en termes de, je dirais, de possibilité de découvert bancaire, par exemple, la facturage peut être une solution de relais intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette solution peut être intéressante d'autant plus que si vous avez une organisation de credit management ou un credit manager dans l'entreprise, ce qui va rassurer la factureur, même d'ailleurs les banques, au niveau court terme, moyen terme, parce que c'est quand même un signe pour eux de gestion régulière et d'importance sur ce sujet. Voilà. Alors, le crédit manager, comment il se positionne? Souvent, on dit qu'on a un poste transversal, c'est-à-dire qu'on est au carrefour de pas mal de services liés à l'entreprise. On va être en relation avec tous les services de l'entreprise. On va être en relation avec les services commerciaux, avec les services de contrôle de gestion, avec les services informatiques ou de développement et recherche pour notamment sur des projets de dématérialisation des factures. Donc, on va renforcer la qualité, ce que disait Eric, ce qu'on appelle le order to cash, c'est-à-dire que la commande à l'encaissement, c'est-à-dire qu'en amont, on va tout de suite détecter s'il y a des litiges liés à la facturation, liés à la prise de commande. Par exemple, est-ce que lorsqu'on a le client nous dit bah oui, mais moi je ne vous paierai pas parce que vous ne m'avez pas mis le bon bon de commande. Donc ça, c'est à nous de le voir. Les dysfonctionnements liés notamment à la dématérialisation des factures. Est-ce qu'on a bien déposer la facture sur la plateforme indiquée par le client ou sur notre plateforme un ou autre, et les litiges, puisque une des causes et un des oppositions très souvent faites par un client qui ne nous paye pas, c'est j'ai un litige. Quelle est la nature du litige? Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on est là pour développer, aider le réseau commercial à développer son chiffre d'affaires tout en le sécurisant. Donc, on est à la fois on dépend souvent d'une direction financière et d'une direction générale avec un réseau commercial qui a une forte pression sur le chiffre, mais on est là pour les aider. Donc, on a aussi un rôle un peu d'équilibriste. Et on est là aussi pour aider et accompagner nos équipes commerciales. Notre réseau commercial, il faut qu'il soit sécurisé et il faut qu'il prenne le service crédit ou l'apport d'un crédit manager comme une aide, comme un outil d'aide au développement commercial et absolument pas comme un frein. Donc, ça veut dire qu'on les accompagne, on forme. Moi, je forme les réseaux commerciaux, c'est qu'est-ce que le crédit, on l'évoque. Et on fait des rendez-vous avec les clients, avec nos collègues commerciaux, pour démystifier cette partie financière, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des clients qui vont nous dire des choses d'ordre financier qu'ils ne vont pas vouloir donner à leur interlocuteur commercial. Donc, on est là pour les rassurer, et ça permet de fluidifier la relation, tant en interne qu'en externe. Donc, on est vraiment un support en ce sens. Alors, pour prolonger ce que vient de dire Gérald, avec l'illustration du cycle order to cash, qui est juste une répétition ou un résumé de ce que j'ai dit et ce que Gérald a dit, c'est qu'on peut se retrouver donc avec des dysfonctionnements dans ce cycle à plusieurs niveaux, ou tout du moins même dans les transmissions d'informations sur chaque niveau. Ça demande au départ, alors là, ça pourrait faire l'objet carrément d'un autre sujet, d'avoir des données de base clients qui soient parfaitement fiables. C'est un gros travail, c'est fondamental. Master data veut dire données de base, c'est pas pour rien. Dans SAP, c'est extrêmement structurant, notamment pour la suite.
Donc voilà, ça sera un autre sujet, mais c'est pour ça que c'est au milieu. Je trouve que c'est intéressant que ce soit au milieu. Donc, la préparation, bien évidemment, de commandes, il peut y avoir déjà, on peut parler même de saisie de commande, des erreurs par rapport à ça. Donc, il faut être tout le temps en relation avec les équipes de Customer Service ADV pour dire, par rapport à ce type d'erreur, comment fait-on pour que ça ne se reproduise pas? Est-ce que c'est un problème de clarification d'information? Est-ce que c'est un problème technique, etc. Donc, c'est toujours à la base de d'éviter les litiges à la base. En livraison, bah, vous avez fatalement deux types de problèmes euh, liés à la préparation de commandes, c'est-à-dire une livraison incomplète par rapport à ce qui a été commandé, ou ce qu'on appelle des damages, c'est-à-dire des détériorations de la marchandise pendant son transport. Et donc, bah, c'est un litige. Il faut voir qui est responsable ou pas par rapport à ça. L'aspect facturation, bien évidemment, est fondamental, hein. Si on n'a pas toutes les données en amont claires, bah, la facture va être forcément contestée à juste titre. Donc voilà. Et après, bah, bien évidemment, plus les factures sont fiables, et on peut le souhaiter, on arrive après sur l'encaissement par rapport à ça. Donc vous voyez que en fait, pas mal de pôles de l'entreprise sont concernés par la réussite de ce cycle qui est fondamental pour deux raisons. D'une part, financière, accélération du cash, et deux, qualitatif, renforcement de la relation avec la clientèle. Un crédit manager, bien évidemment, ne peut travailler pas seul, et donc il travaille avec un certain nombre de partenaires ou de prestataires. Donc très rapidement, on a en aide et en soutien des sociétés d'information financière qui vont non seulement nous se renseigner sur l'entreprise, mais dans tous les domaines, pas que la partie financière, à savoir les bilans. Ça va être l'historique du ou de la dirigeante, ça va être son secteur d'activité, son actionnariat, son type, le type juridique, la structure juridique, et ainsi de suite. Sociétés d'information financière qui sont aussi capables de surveiller les clients. On a parlé de la facturage. On est aussi en relation avec des facteurs ou des banques. Et bien évidemment, on est en collaboration très étroite avec les partenaires, les prestataires d'assurance crédit qui, eux, vont nous assurer des garanties, qui vont nous surveiller les portefeuilles clients, qui vont avoir des informations qu'on n'a pas forcément. Donc, ça renforce cette connaissance et on a une connaissance globale, c'est-à-dire que l'assureur crédit va pouvoir nous apporter un certain nombre d'informations de son ressort et nous, on va pouvoir lui apporter des informations, je dirais, terrain, à savoir comment ça se passe chez nous. Et donc, c'est vrai que toute cette agrégation, cette compilation d'informations permet d'avoir une connaissance la plus complète possible d'un client. Et puis, bien évidemment, l'assurance crédit vient en dernier lieu sur le recouvrement et l'indemnisation, ce qui est lorsqu'on se positionne dans un crédit management, c'est un côté rassurant, il y en a un peu plus de sérénité au cas où les clients viendraient à ne pas nous payer. Voilà. Je vais rebondir sur mon témoignage assez rapidement pour laisser la place. Donc moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier et je me suis aperçu qu'il y a 20 ans, le crédit management, c'était très peu connu, assez méconnu, plutôt présent dans des grandes structures, des grandes entreprises, même si c'était toujours le cas, mais ça finit par se changer. Et moi, j'ai vu une évolution extrêmement favorable à ce métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mon expérience, c'est qu'on vient me consulter ou on vient consulter mon équipe avant même la relation commerciale. On est sur de la prospection et on n'est plus devant le fait accompli. Donc là, on a un rôle très gratifiant, très proactif, comme disait Eric tout à l'heure, et de façon très optimale. C'est à dire à un commercial ou une commerciale de ton portefeuille, là, vas-y, puisqu'il y a énormément de potentiel, parce que tu as la sérénité pour travailler avec. Et puis de l'autre côté, dire, bah non, cela, on va plutôt éviter de travailler parce qu'il y aura une dépense d'énergie pour un client qui présente trop de risques. Voilà. Et donc, moi, j'ai travaillé sur le territoire national. Et là, on est bien dans un facteur de croissance et d'aider l'entreprise à, à se développer tout en, tout en ayant toujours un rôle très important sur la partie financière, à savoir le cash, ou ce qu'on appelle le cash management.
Et je laisse Eric continuer sur la partie Oui, alors, internationale, je pense. Voilà. moi, je vais essayer de faire court parce que effectivement, j'ai pas mal d'expérience dans cette fonction-là parce que c'est une fonction qui me va bien depuis très longtemps. Ce que je recherche, c'est des contextes différents. Donc, Panasonic France, ça a été une belle aventure. Ça a duré effectivement 15 ans. Donc, il y avait des choses qui étaient déjà en place. Je les ai amplifiées. Par contre, après, je suis rentré dans un autre univers, c'est la création du poste. C'est notamment dans un ancien pôle d'activité de Saint-Gobain qui s'appelle SGD, Saint-Gobain des Jonquières, où il fallait créer la fonction credit management, mais groupe avec 7 filiales, États-Unis, Brésil, Chine, Russie même au départ. Donc voilà, donc ça a été un enjeu bien évidemment très fort. L'enjeu est surtout de donner des indicateurs, de créer des indicateurs qui permettent à chacun de situer ses performances et ensuite de mettre en place des plans d'action pour arriver à des objectifs que l'on aura construits ensemble. Donc ça a été le cas pendant 10 ans chez SGD. J'ai même créé le credit management sur une autre filiale qui est arrivée, une filiale indienne, hein. Bon, c'était encore autre chose, mais ça s'est quand même pas mal passé. Ajinomoto cherchait la mise en place de ce poste-là parce qu'il savait cette problématique où rien n'était finalement. Alors, maîtriser, c'est facile à dire quand il n'y a pas beaucoup d'effectifs, les gens ne sont pas formés, etc. Mais il voulait quand même une vision par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que j'y suis depuis 3 ans, avec une optique totalement internationale, puisque j'ai 75% de mes clients qui sont à l'international. Et donc, j'ai créé et je continue à développer des systèmes d'information adaptés. Et comme dit Gérald, ce qui est bien, c'est quand on voit quand les commerciaux vous appellent avant, quand ils se posent des questions pour des prospections, des choses comme ça. Là, vous dites quand même que là, votre fonction a un intérêt, est légitime dans l'entreprise. Donc voilà ce que j'ai fait. Et là, actuellement, pour vous donner juste un exemple, je suis sur un programme d'optimisation des conditions de paiement sur notre filiale d'Hambourg, avec des cadres légaux différents, Allemagne, France, Union européenne, bien évidemment. Et donc, on met en place quelque chose pour être vraiment dans les clous. Voilà. Alors, après, pour faire le lien avec l'association, donc l'association française des crédit managers était une belle association dans le sens où elle existe depuis pratiquement 55 ans, hein, elle a 54 ans. Elle est extrêmement structurée. Tous les gens qui participent, comme Gérald, qui sont praticiens, sont bénévoles dans cette association, hein, je tiens à le souligner. On a des permanents qui sont rémunérés par l'association, mais ça, c'est autre chose. Mais tous les gens qui contribuent, même moi, quand j'étais président, tous les présidents sont bénévoles dans cette association. Donc, on a passé la barre des 1000 adhérents à la fin de décembre. On était 1020 d'ailleurs. Donc, ça commence à prendre, ça prend de plus en plus d'ampleur. On essaye de couvrir toutes les facettes du credit management, à savoir tous les besoins des entreprises, que ce soit petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise, avec des offres adaptées en termes de conseils, de formation. Gérald va en parler juste après. Et surtout, apporter voilà, la chance que l'on a de connaître à notre niveau et de pouvoir diffuser ce savoir. Et l'entretien de ce savoir dans une association, c'est vraiment formidable parce que vous avez un enrichissement très important. L'Association française des crédit managers est adhérente à la FECMA, qui est la Fédération européenne des associations de crédit managers, dont je fais partie en tant que VP international. Donc là, c'est encore un autre niveau et c'est intéressant avec ce qui se passe sur des projets de réglementation des délais moyens, des délais de paiement par l'Union européenne. Donc voilà, donc on a des échanges, on a 11 associations qui sont dedans. En plus, on a le UK qui est avec. Donc voilà, et j'anime le groupe international où je fais une réunion par mois sur des sujets qui intéressent forcément des credit managers à l'international, en tous les cas j'espère, mais a priori nous suivent bien dans cette optique-là. Donc voilà. Et donc, sur la partie formation, qui était un gros pan de l'activité de la FDCC, et je suis vice-président de formation, on a bien évidemment des formations sur catalogue, ce qu'on appelle les formations standards. On fait aussi des cursus de formation par cycle. Par exemple, les cycles d'analyste crédit, chargé de recouvrement, où on va bon, je dirais, dispenser tous les aspects
du métier, du poste client. Voilà. On fait ce qu'on appelle des formations intra, c'est-à-dire qu'on vient directement en entreprise faire une formation qui va dépendre du cahier des charges de notre client, enfin de l'entreprise qui dit, voilà, je voudrais une formation sur tel ou tel domaine avec tel ou tel auditoire de mon entreprise. Et ça, aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a l'Europe et on aimerait se développer à l'international, et notamment dans votre pays du Maroc. Donc, on est capable de vous faire des formations très spécifiques. Et ces formations, on peut bien évidemment, pour la grande partie, majeure partie, faire des formations en distanciel avec de la visio. Et on s'adapte au pays, aux spécificités du pays, aux spécificités du métier et de vos entreprises. Donc, si vous y êtes intéressé, vous pourrez nous recontacter sur cette partie formation. Et on fait des formations qui vont du savoir et du faire savoir et du savoir-être. Voilà. Il est lié à tout un métier de crédit management. Voilà. Et je laisse la parole à sur la partie assurance crédit. Bonjour à toutes, à tous. Bonjour à toutes, à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, Hicham, c'est bon. Honnêtement, cette partie de mon intervention va davantage être assimilée à un emploi fictif, puisqu'après franchement, les brillantes, et je le dis sans flagornerie, brillantes interventions de mes copanélistes, je pense que c'est on ne peut plus clair, on ne peut plus limpide. Et donc, du coup, mon travail devient quelque part entre beaucoup plus simple et parfois même peut-être redondant. En tout cas, je salue, félicite très sincèrement messieurs Allais et Latreuil, parce que ce fut réellement limpide, clair. Comme on dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Des mots pour le dire Super, merci. arrivent aisément. Donc, c'était franchement très, très intéressant. Merci beaucoup. Je vous remercie très sincèrement. Et donc, je serai peut-être un peu moins disert puisque beaucoup, beaucoup de très bonnes choses ont été dites. Donc, je pense qu'on pourrait avancer assez vite sur le concept d'assurance crédit. Je ne sais pas si on peut passer à la slide suivante, si vous le permettez. La définition de l'assurance crédit, je ne ferai pas l'offense à mes copanélistes de le rappeler parce que ça a été excellemment défini en toute objectivité. Je pense qu'on peut aller à la suite directement. Peut-être juste rappeler de manière un peu plus micro, c'est aussi le but de mon intervention, les trois piliers, si vous voulez le prendre sous forme de triptyque ou de triangle. Un pilier, contrairement peut-être à la majorité des assurances dites classiques ou usuelles, il y a un volet prévention du risque. Parce que si on devait faire une analogie avec une assurance automobile ou une assurance incendie, par exemple, disons dans le cadre de l'assurance automobile, au niveau de la tarification, il y a ce que nous appelons au Maroc le CRM, ou le coefficient de réduction-majoration d'une prime. On va observer votre historique de paiement, de conduite en tant que conducteur, et par la suite tenter d'extrapoler une prime qui soit un peu plus conforme à la réalité actuarielle, ou comme on dit dans le jargon, une prime pure. Pareil pour une prime incendie. Nous allons procéder à une visite de site. Nous allons voir si vous avez des dépôts de stockage de matériel inflammable, si vous avez des issues de secours, si vous avez un certain nombre de choses, in fine, très intuitives qui vont aboutir ou non à une aggravation, une mitigation du risque. Là, dans notre cas, c'est beaucoup plus marqué parce que non seulement au moment de signer un contrat, il y a une étude préalable qui est faite, mais c'est peut-être la seule assurance où il y a une surveillance quotidienne sur l'effectif du groupe Allianz Trade. À peu près la moitié, un peu moins de la moitié, est dédiée à justement la prévention du risque à travers deux leviers majeurs qui sont l'analyse crédit, c'est-à-dire le scoring, la notation d'acheteurs qui sont les clients de nos assurés, et un autre département qui est totalement indépendant, les deux bien sûr reportant un même directeur crédit, fonction que j'ai eu le plaisir d'occuper pendant des années. Le deuxième volet, la deuxième composante étant l'arbitrage. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui sont indépendantes les unes des autres. Les premières vont vous dire, cette société est bien scorée, moyennement scorée, pas bien scorée. Et d'autres vont vous dire, on peut vous accompagner jusqu'à 3, 4, 20, 30, 0 millions de dirhams, millions d'euros, millions de... On met la devise qu'on souhaite. Donc, il y a le volet prévention du risque qui est critique. Alors, beaucoup de nos assurés viennent nous voir également dans cette logique de prévention du risque parce que nous avons 30 ans d'existence au Maroc, plus d'un siècle à l'international, mais au Maroc, 30 années de base de données, d'expérience paiement très important. Et comme nous avons une base de données très éclectique, nous sommes en mesure de dire, par un simple clic sur un système,
Si tel ou tel débiteur a déjà eu des tensions de trésorerie par le passé, comment il y a réagi? Est-ce que nous sommes en mesure de dire que lorsqu'il y a des tensions de trésorerie, la réponse est plutôt mûre, plutôt immature? Est-ce qu'il y a une structuration dans un échéancier de paiement? Est-ce que plus les fournisseurs stratégiques sont payés davantage que d'autres? Les fournisseurs qui produisent des produits spécifiques sont davantage payés que les autres? Et tout ceci, c'est un capital immatériel, un goodwill, comme diraient les anglo-saxons, qui fait la force et la spécificité de ce très beau métier qui est l'assurance crédit. Ensuite, on ne va pas se mentir, en tant qu'assureur, nous sommes également attendus sur le volet indemnisation. Parce qu'un assuré, quand il souscrit une police d'assurance, bien entendu, pour reprendre mon analogie de l'assurance automobile ou de l'assurance incendie, il ne va pas prendre son briquet et un bidon d'huile pour mettre le feu à son usine, bien entendu. Et de la même manière, il ne va pas prendre sa voiture et aller percuter tous les murs de Casablanca ou de Marrakech juste parce qu'il a une assurance automobile. Mais toujours est-il qu'en cas de problème qui peuvent arriver, ces fameux aléas, le G2D, pour reprendre l'étymologie, nous sommes assureurs et nous indemnisons. Sauf qu'il y a une autre spécificité qui est celle du milieu et que je voulais évoquer en aval, qui est que, en fait, un dossier d'assurance crédit chez nous est très mouvant et vivant sur une période très longue, parce qu'il y a non seulement la notation, le scoring, le grading d'une entreprise, la surveillance, c'est-à-dire un grade peut-être très dynamique. On peut être très bien scoré, moyennement scoré, puis moins bien scoré avant de revenir à un très bon score, le tout en l'espace de 3 ou 4 mois. Il y a une surveillance mathématique, mécanique qui est opérée par des professionnels. Donc, il y a le volet prévention du risque et il y a le volet de l'autre côté, indemnisation. Et par la suite, en aval, il y a le volet recouvrement de créances. Alors, un recouvrement pour lequel nous avons un certain nombre de leviers, aussi bien un recouvrement amiable qui est opéré par une équipe de professionnels qui sont aguerris et qui ont beaucoup d'expérience en la matière. Autre levier qui est un levier propriétaire Allianz Trade, c'est la possibilité de mettre un peu plus de pression sur un acheteur ou un client du client qui peut être récalcitrant ou qui peut être rétif à certains paiements, tout simplement en rappelant quelques chiffres. Nous, en moyenne, lorsque nous avons un assuré, en moyenne, nous portons dessus quelque chose comme 7 limites. C'est quoi une limite? C'est une couverture de risque pour un fournisseur différent. C'est-à-dire, lorsque vous avez un débiteur A, disons distributeur de matériel informatique. Ça parlera à certains de mes copanélistes, mais ce n'est pas du tout pour stigmatiser. Et entre parenthèses, ce ne sont pas forcément les plus mauvais en termes d'historique de paiement au cours des 2 ou 3 dernières années sur notre marché du monde. Si vous avez un incident de paiement, un sinistre déclaré par un assuré, nous avons, parmi autres leviers que j'évoquais, à savoir un recouvrement amiable opéré par des professionnels aguerris, nous avons la possibilité aussi bien de réduire ou résilier ces autres engagements. Et vu notre taux de pénétration du marché, ça signifie très basiquement que sa force de frappe commerciale, si elle est intérimaire par exemple, elle se retrouve avec une liquidité inférieure, puisque le fournisseur de prestations de travail temporaire, qui est assuré chez nous également, voit sa limite de garantie supprimée ou réduite et du coup, il se retrouve à réclamer son argent plus vite au débiteur, ce qui met un surplus de pression. Pour reprendre cet exemple de la force de frappe commerciale, peut-être le fournisseur de pneus, le fournisseur de carburant, peut-être le fournisseur de réparation, peut-être le fournisseur d'études. Vous avez toute une chaîne de valeur qui sont assurées chez nous. Et donc, ce n'est plus juste un fournisseur face à un client mauvais payeur, c'est toute une confrérie, c'est toute une chaîne de valeur qui se met en branle pour le bénéfice de notre assuré, pour le bénéfice du fournisseur, pour lui dire, vous n'êtes pas seul dans cette histoire, nous allons tous unir nos efforts pour vous permettre de récupérer votre argent. Et parmi ces leviers-là, c'est la possibilité de mettre à profit notre base de données, mais également la possibilité de réduire ou résilier des engagements, sans que ce soit abusif, bien entendu, pour vous permettre de mettre un surplus de pression sur un client récalcitrant, mais en restant dans cette logique d'accompagnement qui, dans nos standards, est à minima, sauf exception, de 6 semaines. Nous avons l'obligation de procéder à une phase amiable pour permettre de maintenir du mieux possible la relation commerciale entre un fournisseur et son client. Nous ne sommes pas là pour récupérer de l'argent et créer des guerres intestines au sein de partenaires de longue date, ce n'est absolument pas le but. Et ce qui justifie peut-être le fait que, historiquement, nous avons eu des taux de rétention commerciale qui dépassent les 95%. Et si nous devions exclure des entreprises
qui parfois, elle-même en tant que client, en tant que fournisseur, en tant qu'assuré, c'est-à-dire en tant que client d'Alliance Trade, en tant que fournisseur de prestations assurées par Alliance Trade, ces entreprises parfois peuvent elles-mêmes faire défaut ou peuvent elles-mêmes être dissoutes. C'est-à-dire si on exclut les entreprises qui terminent leur activité, nous avons des taux de rétention de quasiment 100%, puisque nous mettons en tête de nos priorités la volonté de maintenir une relation commerciale entre un fournisseur et son client, mais en garantissant ce pourquoi nous sommes payés, à savoir une certaine efficacité dans le traitement. Donc, pour récapituler en des termes beaucoup plus simples, tout d'abord, je dirais le scoring, la prévention du risque. Ensuite, l'indemnisation, le cas échéant. Puis, le recouvrement, que ce soit avant la déclaration de sinistre ou après la déclaration de sinistre, avec une force de frappe commerciale, une force de frappe en potentiellement pouvant jouer sur les garanties octroyées aux fournisseurs en question et à d'autres fournisseurs, mais également le concours de nos collègues du recouvrement, qui sont objectivement très compétents. Puis par la suite, après les 6 semaines que j'évoquais, le concours de nos avocats. Nous travaillons avec des centaines d'avocats, avec 3 ou 4 avocats, disons, majeurs, mais qui emploient derrière quelques centaines d'avocats chacun. Nous avons une force de frappe et de présence dans n'importe quel quartier, n'importe quelle rue sur le territoire marocain, mais également sur le territoire africain, puisque nous avons des partenariats avec des avocats de premier plan. Comme vous le savez, par la loi marocaine, un avocat ne peut pas être salarié d'une entreprise non juridique. Et donc, de ce fait, disons que certains avocats se retrouvent de fait, et ça ne fera pas plaisir à certains de nos avocats, quelque part salariés, parce qu'ils travaillent pour certains à temps plein avec nous, ou en tout cas dans une très large mesure avec nous. Mais toujours est-il qu'il y a cette spécificité qui fait que nous pouvons recruter des juristes dédiés au recouvrement et qui puissent exercer en parallèle leur activité. Donc, voici prévention, recouvrement, indemnisation. S'il y avait 3 mots-clés à retenir, je pense que ce serait cela. Et si nous pouvons passer rapidement aux autres slides, mais je ne souhaite absolument pas de m'appesantir, juste peut-être rappeler quelques notions. Je parlais de prévention du risque, la rentabilité, parce que de manière très basique, si une entreprise fait 10% de marge nette, bon, 10%, c'est un peu un vœu pieux dans le contexte actuel. Mais juste pour rappeler des évidences, si elle fait 10% de marge nette et qu'elle perd ne serait-ce qu'une créance de 100 000 dirhams, c'est l'équivalent d'un chiffre d'affaires de 1 million de dirhams. Donc, pour rattraper une perte de 100 000 dirhams, une entreprise doit aller vendre 1 million de dirhams. Et là, je suis très, très gentil parce que je parle d'une marge de 10%. En réalité, pour compenser 100 000 dirhams, il faut certainement aller vendre 15 ou 20 millions de dirhams. Et, sous-entendu, il faut aller soit livrer davantage certains clients existants, et on peut être parfois dans certains cas pas très loin de l'opération au sens juridique, parce que moi, je peux digérer peut-être 5, 6 commandes, mais pas 8. Ou bien aller prospecter une chaîne de valeur parfois plus friable, plus risquée, parce que je dois aller puiser, à ne pas dire dans le moins haut du panier, le but n'est pas d'offenser les gens, mais en tout cas vers une typologie de clients que je n'avais pas beaucoup prospecté ni développé avant, peut-être certainement à juste titre. On parle peut-être d'une clientèle un peu moins connue, un peu plus risquée. Donc pour aller rattraper 100 000 dirhams d'impayés, on peut se retrouver à devoir vendre 15 ou 20 millions de dirhams de plus, et ça peut être un effet boule de neige. Alors que quand on est assuré crédit, on perd 100 000 dirhams, in fine, on perd que 10 000 dirhams. Savoir la quotité garantie, comme ça a été rappelé, parce que nos standards vont dans le sens d'une indemnisation à 90% de la créance déclarée par nos assurés, sachant que ce ticket modérateur ou ce reste à charge à l'assuré est une obligation légale et réglementaire, puisque bien entendu, chaque régulateur ira dans une configuration, il n'encouragera pas outre mesure une décharge à 100% du risque, puisque cela pourrait encourager des comportements de paiement qui ne soient pas en ligne avec l'orthodoxie applicable sur le marché. Il y a des contrats spécifiques dits de déconsolidation de créances, où le risque est davantage porté à 100% par une entreprise, mais ça, c'est fait dans des conditions particulières qu'on pourra évoquer par la suite, mais peut-être pas aujourd'hui, le but n'étant pas de diluer l'attention sur des débats qui peuvent être un peu plus confidentiels. Donc, prévention du risque, préserver la rentabilité à travers une indemnisation, développer des solutions sur mesure. Je parlais de déconsolidation, nous pouvons parler de beaucoup de choses différentes, sachant que nous pouvons assurer une entreprise qui fait 500 000 dirhams de chiffre d'affaires comme une entreprise qui fait 300 milliards de dirhams, je dirais pas, mais bon, quelques milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Nous ne sommes absolument pas exclusifs de certaines typologies de clientèle. Nous avons même des produits sur mesure, un produit simplifié qui porte bien son nom, qui s'appelle Simplicity,
pour toutes les entreprises qui font moins de 30 millions de dirhams de chiffre d'affaires et un produit un peu plus standard pour les autres, mais très, très adaptable, que nous n'avons pas des contrats juste ouverts. On s'adapte à des segments d'activité. Je peux citer un exemple parmi d'autres. Nous avons beaucoup d'opérateurs dans la charpente métallique, par exemple. Et dans le cas de la charpente métallique, si en cours de vie d'une entreprise, il y a un chantier qui nécessite un développement préalable de la part du fournisseur de 18 mois, c'est-à-dire il doit travailler pendant 18 mois au développement d'un produit qui sera par définition très spécifique au client, c'est-à-dire au millimètre près avec un cahier de charges précis. Si par la suite le client fait défaut, même s'il n'y a pas de livraison, la marchandise est perdue, il y a un manque à gagner pour l'entreprise. Ce qu'on appelle cette garantie risque de fabrication ou en cours de fabrication, dans les cas adaptés, le cas échéant, est assurable par nous. C'est-à-dire nous assurons les transactions commerciales, c'est-à-dire une livraison, un chiffre d'affaires, donc il faut qu'il y ait un bon de livraison. Mais dans certains cas, on comprend que lorsque l'entreprise développe un produit qui sera finalisé dans 6 mois pour être livré, tout ce que l'entreprise a encouru comme frais, si le client n'est plus en mesure de le réceptionner, c'est de la perte sèche. Parce que personne ne peut récupérer ça, à part quitte à peut-être aller brader sur le marché ou à des ferrailleurs, c'est absolument pas lié. C'est juste un exemple très succinct et très sommaire parmi d'autres pour dire que nous ne sommes absolument pas obtus. Nous, notre base, c'est un contrat standard qui est approuvé par le ministère des Finances, qui est approuvé par notre groupe, bien entendu. Mais s'il faut procéder à des ajouts pour nous adapter aux risques encourus par nos clients, c'est notre credo, c'est notre ADN, c'est ce que nous faisons au quotidien. Bien entendu, facilitation de l'accès au financement à travers ce qu'on appelle des délégations de droits indemnité. Et c'est sans surprise que les banques principales de la place sont assurées chez nous. Et peut-être que nous pourrons même vous anticiper en avant-première un très important partenariat que nous devons signer demain si tout se passe bien avec une des plus grandes banques africaines pour développer leur activité export. C'est-à-dire que eux, pour booster ou dynamiser leur activité export, ils s'adossent à un leader de marché et c'est ainsi qu'on devrait signer en grande pompe, je vous l'anticipe, un très beau partenariat demain. Plus un accompagnement au quotidien, bien entendu, à travers un outil spécialisé, un outil en ligne, et la connaissance et le professionnalisme, le dynamisme d'un commercial dédié, c'est-à-dire pas des commerciaux qui vendent des contrats et qui disparaissent un peu dans la nature. Nous avons des commerciaux qui vendent des contrats, nous avons des collègues à eux, les deux étant placés sous la supervision d'un même directeur commercial, qui vont vous accompagner, qui ont l'obligation de faire un certain nombre de réunions de suivi par an. Mais nous avons en plus des arbitres dédiés, c'est-à-dire des personnes qui vont vous accompagner sur le dimensionnement de vos demandes de garantie. Pourquoi celle-ci ne peut pas être augmentée? Comment faire pour augmenter celle-ci? Nous souhaitons réduire cette garantie, comment ça se passe? Et nous sommes dans cette logique d'accompagnement au quotidien. Donc, parmi les bonnes raisons, il y a la prévention du risque et profiter de notre connaissance d'un marché qu'une connaissance à 360 degrés. Par exemple, dans le secteur BTP, parce que je parlais de l'IT, autant parler du BTP pour diversifier, nous assurons des sociétés qui font le terrassement et les sociétés qui posent le sanitaire, c'est-à-dire sur la chaîne de valeur, entre les sociétés qui font le terrassement, les sociétés qui font les études en amont, les sociétés qui développent le rond à béton, poutrelle et ourdi, ou bien le béton précontraint, ou bien le béton préfabriqué, les charpentes métalliques préfabriquées ou construites sur place, jusqu'au sanitaire, c'est-à-dire la chaîne de valeur, vous permettra de dire peut-être que vous, en tant que société qui vend du sanitaire, vous n'avez pas d'incident de paiement pour l'instant, mais nous sommes en mesure de vous dire que, contrairement à ce qui se passait par le passé, même la société qui intervient en tout début de chaîne, celle qui fait les terrassements, même elle a eu des difficultés à se faire payer. Donc peut-être que les sociétés qui viennent par la suite, les chaînes de valeur qui viennent par la suite, devraient faire davantage attention. Ça, c'est une information qui, pour moi, n'a pas de prix, et c'est un des fondements, un des leviers principaux de l'assurance crédit. Je pense que pour la suite des slides, je pense qu'on peut les dérouler assez rapidement. Oui, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Moi, je ne veux pas forcément inonder de messages. Peut-être juste revenir sur la slide qui suit, qui va me permettre d'insister juste sur une notion, si on devait insister dessus. C'est cette notation crédit AA, l'appartenance au groupe Allianz. Que nous connaissons tous par son positionnement citoyen, par son positionnement également marketing, hein, n'ayons pas peur des mots, à travers le sponsoring des Jeux Olympiques.
Et notre propre sponsoring d'une athlète qui nous tient très, très à cœur, Najwa Aouane, une athlète paralympique qui a beaucoup, beaucoup de mérite et qui va dignement représenter les couleurs du royaume lors des Jeux paralympiques de Paris dans quelques mois, qui on souhaite le plus grand bonheur. Une très, très grande dame. Nous avons une notation AA qui nous permet d'accompagner également les très grands groupes qui ont besoin de garanties qui soient pondérables également par leur groupe ou par un organe de régulation. Et c'est notamment grâce à cette notation A1 que nous pouvons accompagner les plus grandes banques de la place, mais également les plus grandes entreprises, mais également toutes les autres, qu'une telle notation et le positionnement dans plus de 50 pays, avec plus de 80 millions d'entreprises qui sont suivies à l'international. Tout ceci sont autant d'éléments qui sont, à mon sens, de nature à rassurer. Bon. Je conclurai là-dessus en disant merci à toutes, à tous. Merci encore une fois à mes éminents copanélistes qui ont rendu mon intervention presque dispensable. Nous sommes à votre écoute, nous sommes à vous, nous serions ravis de recueillir, pour ma part en tout cas, je parle au nom de mes collègues, vos questions et en cas d'un quelconque intérêt ou un souci d'approfondissement de certaines notions évoquées rapidement lors de ma présentation, mes collègues et moi-même, que ce soit Amin Bensouda, que ce soit Smaïl Achir, que ce soit Nabil Khabir, seront ravis de pouvoir nous réunir avec vous, de nous déplacer chez vous pour présenter nos services et avoir le loisir d'échanger à votre convenance. En tout cas, merci beaucoup. C'était réellement intéressant, un plaisir d'échanger avec mes éminents copanélistes. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre le relais. Donc, merci à nos trois experts, Alliance Trade et AFDCC, pour ces informations qui ont le mérite d'être très claires. Donc, nous allons passer maintenant, comme promis, à une partie de questions-réponses. Donc, il y a déjà eu quelques questions qui ont été posées dans le chat. On va tout de suite démarrer. Donc, pour les participants, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas maintenant à les poser. Donc, une première question qui s'adresse sûrement à Monsieur Ben Saïd. Alors, est-ce que Alliance dispose d'un module pour la prospection de clientèle? Alors, c'est une excellente question. Nous, si vous voulez, dans notre ADN paratavisme, nous sommes une entreprise, un groupe qui permet la prévention du risque. Mais il y a un chiffre qui a été évoqué qui ne vous a pas échappé, c'est les 83 millions d'entreprises qui sont portées dans notre base. Disons qu'à travers les évolutions technologiques récentes, nous sommes en mesure d'accompagner la prospection commerciale de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus efficiente. Puisque maintenant, depuis quelques années, nous avons développé des outils, Smart Cover par exemple, qui permettent à une entreprise d'avoir accès au score de n'importe quel de ses clients en 2 ou 3 clics, en quelques secondes. Et tout ceci permet à l'entreprise de pouvoir avoir une perception très claire, particulièrement claire, sur la solvabilité et la santé financière à court terme. Nous sommes bien entendu tenus à des logiques de confidentialité, de protection des données qui sont partagées avec nous. Donc, nous ne viendrons pas benoîtement avec une liste d'entreprises qui soit prospectable. Ce n'est pas forcément notre ADN. En revanche, nous sommes dans un pays très structuré qui permet d'avoir accès à l'ensemble des bilans des entreprises marocaines et à travers certains de nos partenaires en charge de la gestion de l'information. Nos clients, c'est-à-dire les fournisseurs, sont en mesure d'identifier par un simple filtre ou un tri ou un tableau croisé dynamique les entreprises par ICE qui opèrent dans un code NACE, nomenclature de l'Union européenne par exemple, ou dans une nomenclature de Banque el Maghreb, qui interviennent dans leur cercle de valeur. Donc mon point est simple. Disons que pour faire les choses dans l'ordre, pour nous, un assuré doit pouvoir prospecter un secteur d'activité, ce qui est de plus en plus simple, puisque une extraction auprès de l'OBPIC, par exemple, permet d'avoir bilan et permet d'avoir secteur d'activité. D'autres prestataires, tels InfoRisque, par exemple, mais on pourrait en citer d'autres, le but n'est pas de cibler nommément un partenaire, il faut que celui-là est notre partenaire, peuvent permettre de lister ces entreprises. Puis, nous prenons le relais puisque sollicités par nos assurés ou nos prospects, nous sommes en mesure de revenir vers eux très rapidement en leur disant cette entreprise est plutôt un score 4, qui est un bon score chez nous, un très bon score, plutôt un score 6, qui est un score moyen, plutôt un score 8, qui n'est pas un bon score chez nous. Et tout ceci permet d'affiner. Mais revenir benoîtement en disant voici 20 ou 30 entreprises que nous pourrions vous proposer, ce serait quelque part
peut-être dévoyer notre nature, puisque je rappellerai que nous partagerions des entreprises qui sont assurées pour le compte de confrères. Ce serait comme si on nous livrions sur un plateau la clientèle des confrères ou des collègues ou des concurrents de certains assurés. Et ça, ce ne serait pas très professionnel ni même très éthique. Donc, disons que les choses doivent être faites dans l'ordre et c'est très simple. Un fournisseur prospecte et nous revenons vers lui avec très grand plaisir et très rapidement avec une couverture optimisée en quelques clics avec notre outil digital pour pouvoir lui revenir. Super, merci beaucoup pour cet éclairage. Prochaine question. Alors, quelle est la réalité et l'efficacité de la fonction crédit management sur le terrain marocain avec les PME et PMI, TPI marocaines? Est-ce qu'il y a des compétences qui sont requises pour être un crédit manager? Alors, c'est une très bonne question. Ça peut nous entraîner très très loin, notamment la deuxième partie. Sur la première partie, je dirais, je n'ai pas la prétention de connaître le tissu d'entreprises marocaines, mais en France, sur les PME, si je fais un équivalent, c'est toujours le cas. La cause de défaillance, la cause de perte d'une entreprise est liée au plus gros client et qui entraîne ce qu'on appelle un effet domino après par la suite. Donc je dirais la contribution, rien que pour ça, elle est pour moi relativement évidente, même totalement évidente, parce qu'une entreprise, surtout de taille moyenne, peut se laisser griser sur des marchés importants avec des donneurs d'ordre qui ont, je dirais, une certaine stature, ou tout du moins qui paraissent l'avoir, et qui, bah, si du jour au lendemain, le client final est considéré en insolvabilité légale, et ben, c'est l'entreprise qui tombe derrière. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on l'a exposé, c'est la trésorerie, hein. Si vous n'avez pas une trésorerie régulière et suivie et améliorée, bah, à un moment, le banquier va dire, bah, écoutez, c'est bien, mais moi, je finance en permanence, j'arrête de financer. Et là, l'entreprise peut être en défaillance. Donc voilà sur la première partie. Alors sur la deuxième partie, c'est une question. La première est intéressante, mais la deuxième, je dirais presque encore plus. Il n'y a pas de profil type de credit manager. Ça dépend des parcours, ça dépend des entreprises, ça dépend des secteurs d'activité. L'association est là pour apporter le maximum de connaissances en France et nous avons ce beau projet au Maroc de diffuser cette culture-là, puisqu'on sait il y a des besoins et qu'on a la chance d'avoir une langue commune pour ça. Et en fait, je dirais, je reprendrai cette anecdote de Didier Sorlin, qui était responsable de branche chez Euler, et qui dit le credit manager, c'est le plus commercial des financiers. Et donc, ça me paraissait effectivement très bien vu, c'est-à-dire qu'il faut avoir des compétences assez élargies, alors assez solides en comptabilité, ça je ne vous le cache pas, hein, pour décrypter très rapidement notamment les bilans hein, en analyse financière, mais après aussi en interne, mais avoir une fibre support de business partner auprès des commerciaux. Ça ne se modélise pas, c'est une question de savoir-être hein, aussi, mais je dirais tout ce qui peut être lié en termes de bagage technique sur la finance, sur la comptabilité est forcément un plus. Alors, je dirais le plus commercial des financiers et le plus financier des commerciaux. Voilà. Voilà, donc, tout à fait. Merci Et beaucoup. juste pour ajouter, c'est un métier où il faut être curieux à l'écoute de regarder tout ce qui peut se passer sur le marché et avoir des qualités de négociateur. Donc, et de savoir adapter son discours, c'est-à-dire on ne parle pas à un artisan comme on parle à un directeur financier d'un grand groupe, et on adapte son dialogue et d'arriver à ne pas parler trop technique. Par expérience, moi, quand je parle avec des artisans, je suis pas là pour décortiquer leur ratio financier. C'est pas le but. Et c'est pas ce qu'ils recherchent. Voilà. Donc, c'est de savoir mener un dialogue et avoir des qualités de négociateur aussi bien en interne dans son réseau d'entreprise et en externe vis-à-vis des clients. Très bien. Merci pour ces éléments de réponse. On va parler maintenant de l'affacturage. Donc, est-ce qu'il y a des conditions légales ou commerciales que l'entreprise ou le client doit remplir pour engager l'affacturage? Ou est-ce que c'est plutôt un accord entre client-fournisseur? S'il est possible aussi de citer un exemple d'affacturage. Euh, Alors, vous voulez dire un Michel, affacturage en tant que fournisseur ou le facturage vis-à-vis du client? Donc, c'est pour savoir. c'est Donc, de deux côtés. oui, c'est pour savoir, voilà, s'il y a, donc déjà, s'il y a des Oui. Alors, conditions légales ou commerciales.
pour Alors, en engager le fait, facturage. en France, mais je laisserai Hicham Ben Saïd en parler pour le Maroc, hein, bien évidemment. C'est relativement simple, c'est-à-dire que vous pouvez être financé par la factureur que si vos conditions de paiement sont au maximum du délai légal. Si vous êtes au-dessus, par exemple la LME, 45 jours fin de mois ou 60 jours date de facture, vous êtes définancé ou vous n'êtes pas financé par le facteur. Donc voilà, c'est un peu le contrat. C'est relativement simple, c'est-à-dire qu'il faut que vous respectez les conditions légales, en tous les cas en France, hein. Je pense que dans les autres pays, c'est peut-être à peu près la même chose. Et donc la factureuse ne s'engagera pas à financer des créances sur un délai de paiement hors cadre légal. Tout à D'accord. fait, tout à fait. Je me permets juste de prendre la balle au bout comme ça a été suggéré. Disons que nous avons beaucoup d'atomes crochus avec les sociétés de factoring, comme on dit pour penser anglo-saxon, ou d'affacturage, puisque le sous-jacent est le même, je dirais, modulo le financement, puisqu'une société de factoring va se baser déjà sur un KYC, sur un processus de sélection de clients, sur une nécessité d'avoir des flux matérialisés formellement par une facture, une nécessité d'avoir des grands livres de comptes, c'est-à-dire une certaine structuration pour permettre d'initier des relations commerciales basées sur des flux de factures et pas forcément sur un droit cambiaire ou basé sur lettre de change. C'est peut-être la différence majeure entre la facturage et l'escompte. Je ne dirais pas que l'escompte est moins structuré, ce n'est pas du tout mon point. Mais disons que l'escompte est pour moi beaucoup plus financier, parce qu'il se base sur des lettres de change, alors que la facturage peut être beaucoup plus administratif, avec une logique de financement, bien sûr, puisque le sous-jacent inclut la nécessité de produire des factures qui feront l'objet, ou non d'ailleurs, de financement. Parmi les types d'affacturage que nous assurons assez aisément, c'est ce qu'on appelle l'affacturage sans recours, c'est-à-dire sans possibilité de se retourner contre le client de la banque. Alors, comment ça fonctionne? C'est une structuration en tiroir. Vous avez Allianz Trade qui est assureur, le client qui est une société d'affacturage, le client de la société d'affacturage est une tierce partie, et le client du client de la société d'affacturage, qu'on appelle le tiré dans le jargon bancaire, c'est cette entité sur laquelle nous portons le risque et nous n'avons pas le droit dans les contrats d'affacturage sans recours de nous retourner contre le client de la banque. C'est-à-dire le client de la banque va traiter avec un client à lui, il va ramener bien sûr des factures en monnaie due forme et une traite ou un effet qui émane de son client. Le client de la banque sera désintéressé puisque la banque, à travers son organisme de factoring, va lui avancer les fonds. C'est-à-dire, moi, je vous ramène un effet à échéance 60 ou 90 jours, avancez-moi les fonds. Donc, le client de la banque est désintéressé parce qu'il reçoit déjà sa trésorerie. Il reçoit l'argent qui était afférent. Si à l'issue des 90 jours, par exemple, l'effet revient impayé, nous intervenons en tant qu'assureur crédit. Nous n'avons pas le droit de demander au client de la banque de restituer l'argent. Nous n'avons pas le droit de recours contre le client, mais nous exerçons notre force coercitive, hein, comme j'évoquais, contre le client du client. Et pour ce faire, nous déployons toute la panoplie avec la prévention du risque, l'indemnisation, le recouvrement, quelques pressions qu'on peut mettre à travers des réductions ou résiliations de garantie. Mais disons que pour assurer quasiment toute la chaîne de valeur de société de financement au Maroc, je pense que nous sommes des partenaires particulièrement complémentaires. Une société d'affacturage finance, mais pour qu'elle puisse financer de manière saine, de manière sereine, mais également dans le respect de la réglementation de la Banque centrale marocaine de Banque El Maghreb, avec des critères de pondération, le recours aux prestations d'un assureur crédit devient indispensable. Parce que quand bien même une banque pourrait financer, il y a des obligations de fonds propres et de provisionnement qui font qu'un assureur crédit doit à un moment prendre le relais pour pouvoir par la suite bénéficier d'une couverture qui dépasse le simple cadre des couvertures bancaires classiques. Donc pour récapituler, à facturage, bien sûr, c'est un acteur clé du financement de l'économie marocaine. Nous assurons parmi les autres formes de financement la facturage sans recours, donc sans recours contre le client du client, et nous intervenons en très très bonne intelligence. La société d'affacturage finance et engage les fonds de la banque. En cas de sinistre, en cas d'impayé, nous sommes ravis de prendre le relais et d'aider nos clients, sociétés d'affacturage, à récupérer leurs fonds.
Et s'ils ne récupèrent pas leurs fonds, bah, nous sommes là pour indemniser avec très très grand plaisir, c'est notre mission. Très bien. Merci beaucoup. Donc maintenant, on passe à des questions sur les solutions d'assurance. Alors, est-ce que Allianz propose une solution d'assurance pour le transport routier de marchandises nationales et internationales? Oui, bien sûr. Disons que nous avons pour vocation d'essayer de tout translater dans un cadre générique pour éviter de tomber dans la casuistique et des cas particuliers. Si on parle d'un transport de marchandises, si le point de départ est initié au Maroc et le point d'arrivée toujours au Maroc, c'est un contrat d'assurance domestique. Si le point de départ est au Maroc et le point d'arrivée ailleurs, là, on va revenir aux détails techniques des Incoterms. Où se produit la livraison? Mais même ce détail des Incoterms est un détail purement technique, puisqu'il va juste conditionner la qualification de contrat d'assurance domestique ou contrat d'assurance à l'export. C'est-à-dire s'il y a le transfert de risque sorti de l'usine au Maroc avant d'être livré en Espagne ou ailleurs, bah, peut-être que ce serait un contrat d'export. Et sinon, ce serait un contrat domestique. Mais dans tous les cas de figure, la possibilité d'assurer un transport, de risque qu'un transporteur ne se fasse pas payer, bien entendu, est largement couvert par nos services. Et pour ce faire, nous avons des contractions très claires, parce qu'ils font quelques pages avec une police très lisible, et qui spécifient dans l'article 1 généralement l'objet. L'objet sera très clairement défini. Nous assurons quel type de risque. Et dans cette configuration, nous serons en mesure de pouvoir procéder à l'indemnisation, le cas échéant, de toute prestation entrant dans ce cadre. Nous n'assurons pas les corps, les facultés de marchandises, bien sûr. Nous ne sommes pas un transporteur automobile, un assureur automobile ou bien un assureur de perte d'exploitation. Mais sur le non-paiement, le non-recouvrement de la part d'un de nos assurés, bien entendu, nous intervenons avec grand plaisir et nous avons quelques références de grand poids dans le secteur, que ce soit dans le transport routier, dans le transport maritime ou autre. Très bien. Alors, une question qui concerne du coup maintenant un autre secteur. Est-ce que vous proposez des produits adaptés donc à la TPE marocaine, opérant dans l'importation de matières premières, principalement de la CE, donc de l'Europe? Alors oui, nous avons des produits déjà à destination de la TPE, puisque nous avons des produits qui vont de 200 000 dirhams de chiffre d'affaires à 30 millions de dirhams de chiffre d'affaires potentiel. Donc, à destination de la TPE, nous sommes bien entendu enclins à offrir nos services et à les assurer de manière qui suit la même logique que le contrat d'assurance crédit global, mais avec la simplification. Là, on ferait une étude actuarielle très poussée, par exemple, pour déterminer la prime applicable. Là, il y aurait des paliers. On va dire, par exemple, si une entreprise fait entre, je dis n'importe quoi, 0 et 500 000 dirhams de chiffre d'affaires, la prime sera nommément de temps chiffrée au dirham près, sans faire forcément de calculs très savants qui ne vont conditionner peut-être que quelques centaines ou quelques milliers de dirhams, ce qui n'est pas le but dans une logique d'efficacité et également de simplification à destination de nos assurés. En revanche, juste à titre de précision, lorsque nous parlons d'une entreprise importatrice, là, en fait, on se positionne dans une logique où une entreprise est client. Et nous, nous assurons des fournisseurs. C'est-à-dire, si une entreprise est importatrice, c'est-à-dire que son approvisionnement vient d'autres pays, avec très, très grand plaisir, c'est son choix. En revanche, nous allons assurer cette entreprise pour ses propres clients. C'est-à-dire, une fois qu'elle achète cette marchandise, quelle que soit son origine, si tant est bien sûr que son origine soit recevable par les différents standards qui sont applicables à notre groupe, et notamment que la marchandise ne soit pas en provenance de pays sous sanction ou de pays qui contreviennent à certaines réglementations. Le groupe Alliance Trade est très, très à cheval sur ces considérations. Par la suite, nous allons assurer la dite TPE contre le risque que ses propres clients, une fois que la marchandise est réceptionnée et redistribuée ou bien réceptionnée, transformée avant d'être vendue, nous assurons bien le risque que la TPE ne recouvre pas ses fonds une fois qu'elle a vendu. Donc, ce n'est pas forcément le sourcing, ce serait de l'assurance crédit inversée qui est un produit qui existe, mais qui n'est pas très développé euh, au Maroc et qui n'est pas forcément le cœur de métier pour être tout à fait transparent. Mais disons que la TPE en question, une fois qu'elle vend à ses clients, nous l'assurons avec très grand plaisir à travers un produit simplifié qui s'appelle Simplicity. Très bien, merci beaucoup. Et quels sont du coup les points clés de la mise en place d'un contrat d'assurance crédit? Alors, c'est une excellente question. Je vais être aussi simple et concis que possible.
D'abord, il y a la tarification. Pour qu'on puisse procéder à la tarification du client, il faudrait qu'on ait une idée du profil, du potentiel de risque du client. C'est pour ce faire que nous faisons une étude préalable gratuite sur 20 ou 25 entreprises que nous soumet le prospect. Et nous sommes en mesure de dire, vous avez demandé par exemple 20 millions de dirhams de garantie ou 100 millions de dirhams de garantie. Nous sommes en mesure de couvrir 30%, 40%, 80%, 100%. Et voici les explications pourquoi nous ne pouvons pas couvrir davantage. On peut également nous positionner dans une optique où on dit, nous couvrons 100% de vos transactions et il y a un manque à gagner quelque part pour vous parce que nous pouvons aller à 3 ou 4 fois les montants demandés par vos soins. Donc disons que ça part d'une tarification pour être très terre à terre. Et pour les besoins de cette tarification, il faut qu'on ait une idée claire sur le profil de risque. Nous faisons une étude sur 20, 25 entreprises que nous soumettent certains de nos prospects. Parfois, ça peut être plus en fonction de l'importance du secteur d'activité ou en fonction de la diversification des intervenants. On peut être dans un secteur où il y a de la distribution, de la transformation, donc il faut qu'on ait une idée un peu plus exhaustive. Et une fois qu'on se positionne dans l'appétence au risque, est-ce qu'on couvre 30, 40, 50, 60% du portefeuille de risque? Ceci va conditionner actuariellement une tarification et nous sommes en mesure de revenir vers notre client en disant, voici ce qu'on couvre sur un panel représentatif, comme ça vous avez une idée claire sur notre manière d'arbitrer une demande de garantie. Voici combien ça coûte sur un chiffre d'affaires assurable. Et le dernier point qu'on peut évoquer, c'est la définition du chiffre d'affaires assurable. Disons que vous faites peut-être 100 millions de chiffre d'affaires comptable. On va exclure le chiffre d'affaires intragroupe, qui n'est pas assuré. On va exclure le chiffre d'affaires fait avec des organismes étatiques à but non commerçant. On va exclure le chiffre d'affaires fait sur des entreprises pour lesquelles nous n'avons pas octroyé de garantie d'assurance par les lignes des formes. Je ne couvre pas, je ne touche pas de prime. Et nous allons exclure les entreprises pour lesquelles vous avez des transactions en espèces. Ça tend à se raréfier, mais c'est encore assez prégnant dans notre économie par rapport à d'autres. Et ceci va aboutir à un chiffre d'affaires assurable. Et c'est ce chiffre d'affaires assurable qui va être multiplié par un taux de prime. Et le taux de prime, il va être défini justement en fonction de la dispersion du risque, concentration du risque, secteur d'activité, risque pays, concentration dans des grades de score d'acheteurs plutôt complexes, plutôt moins complexes. Donc, pour récapituler, pour faire simple, on définit une base de chiffre d'affaires assurable, qui est le chiffre d'affaires comptable moins quelques exclusions. Donc, on passe par exemple de 100 à 70 millions de dirhams de chiffre d'affaires assurable. On multiplie ce chiffre d'affaires assurable par un taux de prime. Et ce taux de prime, c'est la résultante actuarielle d'une prime de risque, plus une prise en compte de nos frais généraux. Et cette prime de risque, elle inclut le risque pays, le risque sectoriel, le risque portefeuille commercial, concentration du risque, pas concentration du risque. Et tout ceci va nous permettre d'aboutir à une prime à payer. Et cette prime à payer, en parallèle, permet à nos assurés de bénéficier d'une couverture sur les 20-25 acheteurs que nous avons définis au début pour faire notre étude de garantie. Mais dans la durée de vie du contrat, ce n'est que le début. Nous avons beaucoup de clients signés avec une étude actuarielle juste à titre indicatif sur 25 clients et qui sont aujourd'hui à 600 ou 700 clients. C'est juste une base échantillonnage par échantillonnage qui nous permet de définir un portefeuille de risque, une appétence au risque, mais ce n'est qu'un début. Et à la conclusion du contrat d'assurance, c'est des centaines et des centaines et des centaines de demandes que nous traitons au quotidien pour accompagner nos clients sur l'intégralité de leur portefeuille. Bien entendu, on ne va pas se limiter aux 25 qui avaient juste pour objet une analyse préalable, juste pour nous permettre de tarifer et également de tranquilliser notre assuré quant à notre appétence au risque. Parce que contrairement à d'autres branches, on sait très précisément ce sur quoi on signe. Et généralement, comme on nous soumet les 20 ou 25 clients stratégiques, il n'y a pas forcément de prise de risque énorme de la part de nos clients, d'autant plus que nous avons l'excellente réputation de ne pas donner des garanties, comme on dit, en pré-arbitrage, juste pour permettre la tarification, et qui subitement se retrouvent réduites comme peau de chagrin pour des raisons qui ne sont pas forcément très dissibles. Donc, pas du tout. Nous, quand on donne des garanties, on assume nos garanties, et c'est ce qui permet de construire ce contrat de confiance avec nos assurés, et ce qui, sans beaucoup de surprises, permet d'aboutir à ces fameuses 95-96% de taux de rétention commerciale d'une année à l'autre.
C'est très clair. Merci beaucoup. Donc, on va Merci à vous. passer à une dernière question qui s'adresse cette fois-ci à nos experts de la FDCC. Alors, est-ce que vous organisez des formations soft skills, coaching, parce que vous avez parlé du savoir-être, et est-ce que vous collaborez avec des coachs locaux, puisque la dimension culturelle est primordiale dans la gestion de la relation professionnelle? Alors, oui, effectivement, on a développé depuis assez récemment des formations liées sur le savoir-être et sur que lorsqu'on parle de crédit management, on parle de management, on parle de services où pour la plupart du temps, il y a des équipes à manager, à accompagner, à faire monter en compétences. Donc, on a les services comme je dirais, d'une prestataire qui est coach aujourd'hui sur la partie française. Mais les questions sont très bonnes parce que je pense qu'on peut se mettre en relation avec elle, et on va se mettre en relation avec elle, pour savoir si cette partie de coaching, on parle beaucoup de coaching et de soft skills, c'est aujourd'hui ce qui est recherché par les entreprises. Hein. Soft skills, c'est agilité, esprit critique, esprit d'équipe, hein, et ainsi de suite. On est en dehors de l'aspect technique du métier. On va lui poser la question s'il y a des coachs avec des spécificités pays. Je suppose que oui, et la Alors, question a été posée. Voilà. Donc, et c'est cela qui nous est demandé aussi aujourd'hui, au-delà de savoir est-ce que vous êtes très bon pour la lecture d'un bilan, oui, mais est-ce que vous êtes très bon pour l'expliquer à quelqu'un et puis en sortir quelque chose de concret, c'est un autre domaine d'intervention. oui, alors pour compléter sur cette question, effectivement, aussi très intéressante, nous avons, on était en tous les cas, moi j'étais en contact avec quelqu'un au Maroc, justement, qui est marocaine, et qui est formé Credit Management, qui connaît l'association et qui peut très bien, je pense, le cas échéant, avec une formatrice en France, intervenir. Ce genre de choses qui s'est déjà fait d'ailleurs il y a quelques années, donc qui peut se faire encore. Au contraire. Très bien, merci. Alors, j'avais dit que c'était la dernière question, mais j'en ai encore une toute dernière qui vient d'être posée et qui est quand même intéressante, qui s'adresse, je pense, à Hicham. Alors, parlant chiffres, est-ce qu'il est plus rentable d'avoir une assurance crédit ou un crédit manager, ou plutôt une bonne cohésion entre les services commerciaux et comptables de l'entreprise avec un bon poste recouvrement préventif? C'est une excellente question, objectivement. Moi, je pense que la fonction de credit manager gagne à être connue au Maroc. C'est vrai que j'ai le plaisir de constater, au cours des dernières années, une montée en gamme de credit manager dans notre pays, comparativement à ce qui se faisait auparavant. Si vous voulez, un retour d'expérience très modeste et qui n'engage que moi, disons que par le passé, un credit manager était souvent au Maroc issu d'un département comptable et, par exemple, suite à l'installation d'un ERP ou d'un logiciel, certaines entreprises ont estimé que la personne était compétente, connaissait très bien l'entreprise et que, pour parler très trivialement, ce serait bien de lui trouver une fonction au sein de l'entreprise. Ça, c'était encore il y a 5 ou 6 ans. Question de prise de conscience et de maturité du marché. Depuis ces dernières années, beaucoup d'entreprises ont compris que dans un climat socio-économique qui peut être très complexe parfois, qui peut être délicat, mais également dans une logique d'optimisation des résultats commerciaux, parce qu'un credit manager est un créateur de valeur avant d'être quelqu'un qui va juste suivre administrativement des dossiers. Je suis persuadé qu'un credit manager, comme je l'évoquais, est quelqu'un qui est capable de dire à un commercial, tu livres ce qu'il y a à hauteur de 2 millions de dirhams, d'après une étude financière et non financière, incluant l'antériorité de la société, incluant ses résultats financiers, incluant la moralité du management. Ce n'est pas 2 millions qu'il faut lui vendre, c'est 15. Donc, il y a un potentiel très supérieur que nous pouvons développer. Donc, pour moi, le credit manager est de plus en plus un composant majeur d'une entreprise, mais un credit manager qui est juste confronté à sa relation entre commerciaux, financiers, comptables, direction générale au sein d'une entreprise, se retrouve pris entre deux eaux. Parce que souvent, le ou la credit manager est celle ou celui qui va bloquer une commande. Et donc, il va être perçu comme quelqu'un qui n'a pas une appétence commerciale très élevée. Ou quelqu'un qui va autoriser une commande pour le bien de l'entreprise. Et s'il y a un problème, ce sera elle
ou lui qui aura validé ce sujet qui peut coûter peut-être une année de rentabilité à une entreprise. Je pense que le filet de sécurité d'un assureur crédit qui en plus bénéficie et dispose d'une base de données qui dépasse le cadre de l'entreprise, qui en plus est outillé pour indemniser, c'est son métier, il a des fonds propres et de la réassurance qui lui permet de gérer ce sujet-là, qui lui permet de gérer le recouvrement par la suite. Donc, je pense que quand une entreprise a un bon credit manager et que ce credit manager s'allie au service d'un assureur crédit de premier plan, là, généralement, le binôme fonctionne très bien et il permet même à l'entreprise de bénéficier à plein de son contrat d'assurance, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de potentialités qui sont gratuites et offertes dans le cadre du contrat. Et les bons credit managers, au-delà du suivi quotidien, arrivent à sortir des reportings, arrivent à anticiper des tendances, peuvent demander des requêtes traitées par API, par système informatique, et tout ceci va pour le bien de l'entreprise. Donc moi, credit manager, pour moi, c'est une fonction clé qui était jusqu'à peu insuffisamment reconnue, qui commence peut-être à prendre en ampleur et en notoriété, mais qui devrait, à mon sens, bénéficier de davantage de considération dans notre pays. Sans le concours d'un assureur crédit comme Allianz Trade, le quotidien d'un credit manager peut rapidement devenir très, très complexe. C'est la personne en charge de faire les arbitrages, c'est la personne qui peut bloquer un budget commercial, c'est la personne qui peut plomber, pour parler trivialement, la rentabilité d'une année. C'est ce qu'on lui reprochera et on la pointera du doigt lorsqu'il y aura un impayé et qu'il n'y aura pas de soupape de sécurité derrière. Donc, c'est quand même très, très complexe pour un credit manager seul. Avec un assureur crédit, quand le binôme fonctionne à plein, les résultats sont exceptionnels. Super. Merci beaucoup pour tous ces éléments de Je, je, réponse. je, Oui, con- je confirme ce que disait M. Ben Saïd, c'est que la collaboration avec un assureur crédit et un service de crédit management avec des procédures bien établies a des résultats très fructueux. merci beaucoup. Super, très bien. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, vous avez la possibilité de revisionner le webinaire sur la chaîne YouTube de la Chambre allemande. On va aussi partager un post sur LinkedIn. Merci à nos trois experts d'Alliance Trade et l'AFDCC, Monsieur Ben Saïd, Monsieur Latreuil et Monsieur Allais, pour leur contribution. Merci aussi aux participants pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Et juste une Merci. dernière Oui, chose. Oui, excusez-moi, j'ai vu donc dans le chat la personne qui souhaitait collaborer avec nous, oui, qui gère un cabinet de coaching. Donc, avec grand plaisir, vous pouvez leur laisser nos c'est ce que je vais coordonnées, faire. C'est hein, ça. Oui, avec grand plaisir pour exactement. qu'on puisse se mettre en rapport avec vous. En tous les cas. Voilà. Exactement. Donc, merci à tous. Très bonne Merci. journée. Merci à Merci, au vous. revoir. Au Merci. revoir. Au Merci revoir. Au Également. revoir. Au revoir.